Bien, bonjour messieurs, dames. Aujourd'hui, nous allons donc, pour étayer et mettre en application tout ce que nous avons dit concernant les études médicales et la médecine en général, avec toutes ses tendances et ses spécialités, nous allons de ce fait voir, pour mieux comprendre le phénomène, voir le cas d'un médecin qui a grandement contribué à l'avancée et au progrès de la médecine et voir en quoi ces travaux ont permis de grands progrès. Il s'agit pour nous de connaître aujourd'hui, à travers toute la panoplie des grands hommes de science de la médecine, de voir un homme du nom de Alexandre Fleming et de voir en quoi les grandes découvertes ont été faites en médecine. Alexandre Fleming, avec deux dates, 1881-1955, ces deux dates représentent quoi, selon vous? Exactement. La première, toujours, vous avez dans la description, attendez, messieurs, dames, regardez, lorsque vous avez dans un texte un nom de personnage avec deux dates à côté de lui, la première date concerne sa date de naissance et la deuxième date concerne sa date de décès. Très bien. Donc, Alexandre Fleming, né en 1881 et mort en 1955, est un médecin britannique. Donc, c'est un médecin anglais qui a découvert la pénicilline. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce que la pénicilline, et l'auteur vous donne dans ce texte sa définition: un puissant antibiotique utilisé dans la lutte contre de nombreuses maladies. Donc, nous allons voir ensemble ce que peut être d'abord à la chasse aux mots, et le premier mot ici, c'est l'antibiotique. Or, ici, vous avez, c'est un nom, ce n'est pas un nom simple, dans la langue française, le mot antibiotique, c'est un nom composé. Il est composé de deux parties, ou du moins de trois parties. Il est composé de la première partie, qui est le préfixe anti, puisque ce préfixe, je peux l'utiliser dans d'autres mots. Est-ce que vous pouvez utiliser un autre mot en démarrant avec le préfixe anti? Anticonstitutionnellement, c'est très bien. Ensuite. Oui, un autre mot. Par exemple, pour ceux qui conduisent une voiture, pour ne pas laisser ma voiture se faire voler, j'ai acheté un les garçons. Non. Pour ne pas laisser ma voiture se faire voler, j'ai été chez l'électricien pour installer un antivol. Un antivol, c'est un petit appareil électrique qui bloque la direction. Vous avez construit déjà une voiture, non? Oui, jamais. D'accord. Un antivol. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? Un anticorps. Très bien. C'est-à-dire, c'est un corps qui va lutter contre un autre corps. Très bien. Donc, anti, il a une valeur d'opposition. Il va s'opposer. Ensuite, on a ici le radical bio. Et ici, le suffixe tique. Donc, bio, c'est quoi? C'est la vie.
N'ayez pas peur des mots, même si, je vous ai dit, c'est la chasse aux mots, même si vous faites faux, cela n'a absolument aucune importance. Bio veut dire la vie égale la vie. Donc, c'est-à-dire que c'est un puissant élément qui est contre la vie, c'est-à-dire contre la vie de quelque chose. Puisque l'objet, c'est la lutte contre les maladies. Donc ces maladies sont provoquées par des corps. La vie, c'est un corps. C'est un corps que l'on découvre au microscope. Nous ne pouvons pas le voir à l'œil nu. Impossible. Il nous est impossible de le voir à l'œil nu, mais grâce à un microscope, nous allons le voir. Ce corps minuscule qui est en quantité nombreuse va s'appeler la bactérie. C'est bien ça, messieurs, dames. Et la bactérie va avoir des effets négatifs sur un corps. Lorsque un corps humain, enfant, adulte, homme ou femme est attaqué par des bactéries, ce corps tombe malade. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, pour soigner ce corps, il lui faut des antibiotiques, c'est-à-dire des médicaments. C'est un médicament qui va contenir des anticorps. Parce que quel est le synonyme de antibiotique? C'est tout simplement des anticorps, mais étrangers au corps humain. Parce que le corps humain produisent des anticorps. Dans la nature, vous êtes médecin et vous connaissez mieux que moi la situation. En réalité, dès qu'il y a une attaque du corps humain par une maladie, le corps se défend lui-même. Il envoie ses propres anticorps. Par son immunité, il envoie ses anticorps. Lorsque, messieurs, dames, et c'est là où ça devient difficile, lorsque le corps étranger est supérieur en force ou bien en nombre, il y a un problème de force et un problème de nombre. Lorsque l'organe, les éléments extérieurs sont supérieurs en nombre, infection, en nombre, c'est bien ça, infection. Comment on dit en arabe infection? Hein? Iltihab. Donc c'est un développement, c'est bien ça. Dans le mot infection, il y a un développement. Vous avez 1 million de bactéries qui attaquent en même temps un corps. Imaginez le corps d'un petit enfant. Et oui, parce que dans la vie, il y a l'enfant, il y a l'adulte, il y a l'adulte. Donc, cette attaque est tellement virulente, c'est-à-dire puissante, que le corps va s'affaiblir. Et donc, ça va entraîner des maladies. Lorsque la maladie, alors, l'antibiotique, donc c'est un anticorps, entre parenthèses bio, extérieur, sous forme de médicaments, c'est bien ça. Qui va, qu'est-ce qu'il va faire? Qui va aider l'organisme à se protéger contre quoi? Les bactéries. Exactement. Parfait. Voilà. Contre les bactéries. Et les bactéries, ça veut dire quoi? Là? Les maladies.
la maladie. Je suis d'accord avec vous. Qui dit bactérie dit immédiatement maladie. C'est parfait. Donc les bactéries, donc, la maladie. Les bactéries attaquent. D'ailleurs, il y a plusieurs dessins animés de médecine qui vous montrent les bactéries, des soldats puissants comme des soldats romains qui attaquent un corps. Le corps est allongé, il a ses anticorps, mais ces anticorps sont formés de quoi? Des globules blancs, des globules rouges, c'est bien ça. Et donc, c'est la quantité, et là vous êtes des médecins, vous qui êtes spécialistes du domaine, vous allez évaluer dans une analyse sanguine le nombre de leucocytes et le nombre de globules rouges pour voir si, d'ailleurs, de temps en temps, très faux ça, c'est faux fait quand même. Mais je vous conseille de faire tous les 5 ans ou tous les 10 ans, de faire des petits contrôles d'analyse sanguine pour voir si vous avez suffisamment d'anticorps, c'est-à-dire pour pouvoir lutter, parce que l'air ambiant contient énormément de bactéries. Et donc, c'est une lutte constante. D'accord? Alors, un puissant antibiotique, c'est-à-dire que ce médicament qui contient des anticorps va protéger d'une manière puissante le corps humain contre les maladies. Alors, il y a sortes de maladies. Alors, A, les maladies bénignes. B, les maladies saisonnières. C, les maladies et oui, malheureusement, voilà les agressions. Quand on dit maladie, on parle d'agression. C'est-à-dire le corps humain est toujours agressé par quelque chose. Le corps n'est jamais tranquille. Il y a quelque chose qui l'agresse. Il y a des maladies bénignes. Qu'est-ce que ça veut dire une maladie bénigne? Douce. C'est une maladie légère, exactement. Égale. Maladie douce. Ou légère, c'est parfait. Est-ce que nous pouvons avoir un exemple de maladie douce ou légère? Un exemple, un petit exemple comme ça. Nos camarades, nous et nous-mêmes allons comprendre ce que peut être une maladie douce. La toux. Par exemple, une maladie douce, la toux, une toux saine. Exemple, la toux, exactement. La toux, si on doit l'expliquer, si vous, en tant que médecin, vous devez l'expliquer, parce que vous devez expliquer à qui? À votre patient. La toux, elle se situe au niveau des poumons, ou bien de la gorge. Donc ça peut être ou bien au niveau de la gorge, ou bien au niveau des poumons, soit des poumons supérieurs, ou bien des poumons intérieurs. Eh bien, il peut s'agir de la poussière. Un vent qui passe subitement, qui draine beaucoup de poussière, peut entraîner
une toux chez certaines personnes un peu sensibles, une toux passagère. C'est ce qu'on appelle, pourquoi elle est bénigne? Parce qu'elle va être passagère. Il suffira pour le médecin de diagnostiquer. Qu'est-ce que c'est que le diagnostic? Ce sont des mots que vous devez connaître. Bon, je suis un petit peu méchant, vous êtes en première année, mais pour moi, vous êtes des médecins. Diagnostiquer, c'est situer. Le verbe diagnostiquer, c'est le verbe situer précisément. Un médecin pose un diagnostic, c'est-à-dire qu'un médecin découvre, décrit précisément la maladie. Comment? Par le biais de son anamnèse. Il pose des questions au malade, il inspecte le malade, il touche le corps du malade, les voies respiratoires, les poumons, il prend les battements cardiaques, avec son stéthoscope, vous savez, il va faire respirer son malade et mettre le stéthoscope devant la partie antérieure et postérieure aussi, n'oubliez pas, parce que les poumons en réalité sont là, ils ne sont pas devant. C'est derrière qu'il faut. Et vous avez vu, il est plus attentif dans la partie du dos. Remarquez bien, quand il s'agit de problèmes de toux, il va s'attarder dans le dos plutôt que devant. Devant, lui, ce qui l'importe, c'est le cœur. Et donc, il va suivre le rythme respiratoire. Ce n'est pas le rythme cardiaque, c'est le rythme respiratoire. Parce que, vous savez, messieurs, dames, nous avons une respiration saccadée. Elle est spontanée, notre respiration. Je vais faire qui va respirer. Le cas qui va respirer, tu m'as dit. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il ne faut pas faire attention à la respiration. C'est naturel. On respire, ça monte, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Oui, non, c'est naturel, et tant mieux, et heureusement. Et donc, lui, il a des indicateurs, le médecin, et c'est ça l'avantage du médecin, il connaît les indicateurs respiratoires, c'est-à-dire la quantité d'air qui doit rentrer dans les poumons et la quantité d'air qui doit être ressortir, inspiration, expiration. Vous connaissez le phénomène naturel, inspirer, expirer. Et je fais ressortir le gaz carbonique. J'inspire quoi? De l'oxygène et j'expire du gaz carbonique. Parce que mon corps a besoin d'oxygène. Alors, dans cette phase, dans ces étapes, il va constater que la toux va bloquer. Lorsque vous faites l'inspiration, vous ne pouvez pas. Vous commencez à tousser. Au moment où vous inspirez, vous êtes d'accord avec moi, messieurs, dames, ou inversement, au moment où vous expirez aussi, vous toussez. Et là, il va situer, et c'est là le diagnostic, il va situer les lieux de la toux et le point de chute. Et à partir de là, il va chercher la médication, le médicament le plus adapté à votre toux. En vous faisant tousser, remarquez bien, le médecin vous dit toussez une fois, toussez 2 fois, 3 fois, il va analyser, qu'est-ce qu'il va faire? Il va analyser la qualité de la toux. Est-ce que c'est une toux grasse? Est-ce que c'est une toux sèche? Est-ce que c'est une toux lente? Est-ce que c'est une toux longue? Est-ce que c'est une toux avec sifflement? Vous voyez loin? Eh bien oui. Donc tout ça, vous allez le connaître, hein, vous allez faire la pneumologie, vous aurez des choses à découvrir, mais c'est beau. Et donc, partant de là, il va diagnostiquer d'une manière précise le type de toux et il va donner l'ordonnance, la prescription médicamenteuse qui est le médicament prescrit pour cette maladie douce qui, normalement, après un nombre de jours, doit disparaître. C'est pour ça qu'on parle de maladies douces ou légères. Il y a des maladies saisonnières. C'est très bien. Effectivement,
les saisons passent, hiver, printemps, été, automne, et le corps humain, toujours dans les agressions extérieures, vous êtes d'accord avec moi mes amis, il arrive une saison ou 2 saisons, ça dépend des gens, où le corps est plus agressé que les autres saisons. Et donc, les maladies saisonnières, on peut avoir des cas, exemple, ma fille. L'allergie en printemps, l'allergie. L'allergie, effectivement. Par exemple, au printemps, lorsque les fleurs s'ouvrent, après avoir dormi pendant tout l'hiver, les fleurs s'ouvrent, elles libèrent le pollen. Le pollen, ce sont des petits organismes microscopiques aussi, qui sont petits, pas trop visibles à l'œil nu, que les abeilles adorent. Les abeilles adorent le pollen des fleurs. Mais il n'est pas bon pour la santé de l'homme. Du moins pour la respiration, il n'est pas bon. Et ce pollen peut causer des allergies, comme l'a dit mon ami, et ces allergies peuvent être ou bien pulmonaires, respiratoires, ou bien rhinopharyngiques au niveau du sinus, c'est-à-dire au niveau du nez, la paroi nasale, la paroi laryngique, le larynx. Vous savez, le laryngique, c'est le larynx. Il y a plusieurs allergies. Vous allez le voir, vous aussi. Ou bien, ça peut se manifester. Alors, l'allergie va avoir une manifestation extérieure, soit par comment on appelle ça, la toux. Dites-le, n'ayez pas peur, la toux. Ou bien alors par le nez qui coule. Eh bien oui, le nez qui coule, c'est ce qu'on appelle une rhinite allergique, ou bien une sinusite allergique, puisqu'elle vient du sinus. Il y a donc les 2 sinus ici nasaux, au niveau du nez, ce sont des vaisseaux qui vont éclater et qui vont libérer du mucus. Oui. Donc le nez va être constamment fluide, coulant. On peut avoir des taches. Attends. On peut avoir, je parle toujours de la paroi d'abord bronchique. On peut avoir aussi un asthme allergique. Un asthme allergique, c'est-à-dire une respiration avec sifflement et difficulté causée par ce pollen. Ce n'est pas le froid. L'indicateur de cette maladie, ce n'est pas le froid, mais c'est le pollen. C'est pour ça que je vous ai dit dans le cours en Europe, la pneumologie, c'est comme la cardiologie, elle devient elle-même l'objet de spécialité encore. Une spécialité qui a encore, par exemple, la pneumologie pédiatrique. Par exemple, c'est uniquement les maladies pulmonaires des enfants, parce qu'il y a tellement d'enfants et il y a tellement de maladies pulmonaires chez les enfants que c'est pas la peine que je vois les adultes. Vous avez compris? Donc, c'est ça, ça la spécialité se démultiplie parce qu'elle est très riche. On découvre chaque fois, c'est pour ça que je vous dis, les découvertes, les médecins, vous-même, vous découvrirez un jour quelque chose. Quoi? Je n'en sais rien, mais vous découvrirez quelque chose de nouveau encore en termes de maladie, en termes d'agression contre le corps humain. Et donc, parmi ces cas d'allergie, il y a aussi des réactions, actions, c'est
ça peut être ce pollen, ça peut être l'humidité aussi, de l'air. La quantité d'humidité de l'air, il y a des gens qui ne peuvent pas habiter dans les zones maritimes. Par exemple, habiter près de la côte, c'est dangereux pour la santé de certains. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ils doivent déménager pour habiter dans des zones sèches, où le climat est très sec. Et vous faites par exemple une étude épidémiologique, vous allez remarquer que les habitants du littoral ont beaucoup de maladies broncho-pulmonaires. Tous, pratiquement. Soit des allergies nasales, ou des toux, et puis il y a des toux cachés. Quand il est seul, mais très bien. Parce qu'elle est là, elle est bloquée. Vous avez remarqué, en fait, soit il est complexé, ou là, elle est complexée, elle راح تتزوج، راح يديكوفري باللي راهي مخضع 50% تاع الفوق راح فيها قال ما نجريش، دونك مسكينه كي تشعل تضربها للداخل. C'est un complexe tout ça, parce que notre culture est un petit peu bloquante. En fait, la maladie, même lui, il peut être malade. Pourquoi? Je peux être malade, moi, d'accord, mais lui, il peut être malade. Donc, c'est un problème culturel. D'autant plus que il est dit que théoriquement, on doit avoir un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Mais ça, c'est l'idéal. C'est idéal. Mais on ne peut pas avoir dans toutes les conditions un esprit sain dans un corps sain. C'est pas possible. Il y a énormément d'agressions. Le bruit. Est-ce que le bruit est une agression, oui ou non? Vous habitez dans un quartier où il y a trop de voitures, le tramway, le train, toute la famille est perturbée à cause du bruit de l'extérieur. En Europe, pour pallier, tu n'as pas dormi longtemps. Bon. Il ne faut pas. C'est bon. Oui. Donc, en Europe, les nuisances sonores, elles rendent malades les individus. Vous êtes d'accord avec moi? Les gens sont stressés, ils tremblent, ils sont nerveux. Dès que son fils, dès que ton frère, ton petit frère parle, tu le frappes, tu lui dis tais-toi parce qu'il y a trop de bruit. Et alors, même les fenêtres, en Europe, ils utilisent ce qu'on appelle des doubles cloisons vitrées. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est-à-dire ce sont des doubles fenêtres pour éviter d'entendre le bruit. La pollution atmosphérique dans des pays comme une grande ville comme Paris, il est impossible d'ouvrir sa fenêtre pour respirer de l'air. Parce qu'il y a énormément de particules des voitures, c'est-à-dire, comment on appelle ça, les gaz, de gaz carbonique, etc. D'ailleurs, si vous avez des rideaux blancs, si vous allez en France chez des amis, vous verrez que les rideaux sont noirs en bas. Toute la partie du bas, elle est noire parce que là où il y a le passage de l'air entre la porte et le truc, vous allez voir que c'est une bande noire qui est due au gaz des voitures, des camions, de tout, parce qu'il y a énormément trop de particules et la ville, elle est concentrée. Ce sont des villes où on n'arrive pas à respirer, on ne peut pas voir le ciel. Ça aussi, c'est des causes de maladies. Et donc, tout ceci va entraîner sans cesse des bactéries qui vont agresser constamment le corps humain et créer constamment des maladies. À comprendre une chose, le corps humain, il aura beau créer ses propres anticorps, il ne pourra jamais lutter contre trop de maladies, trop d'agressions extérieures. L'air n'est pas pur. L'eau n'est pas pure. Vous êtes d'accord, mes amis? La lumière est trop forte. Que puis-je vous dire? La nourriture
la nourriture, elle n'est pas saine. Ce n'est pas une nourriture biologique, comme on le dit, bio. C'est une nourriture où il y a trop de pesticides. Vous savez ce que c'est que les pesticides? C'est tous les produits chimiques qu'on met pour lutter contre les petites chenilles, les insectes, etc. Mais en détruisant les insectes, ces produits chimiques aussi, ils détruisent les valeurs nutritives de la plante. Vous mangez une orange, mais vous n'allez pas retrouver véritablement la vitamine C de l'orange. Vous allez retrouver un peu de vitamine C, c'est sûr, mais le reste, ce sont des... Il n'y a pas d'oligo-éléments, il y a des OGM, des organismes génétiquement modifiés qui vont vous faire mal à votre corps. D'ailleurs, les médecins, maintenant, remarquez, dont vous conseillez tout le temps à vos malades une nourriture méditerranéenne, bio, avec de l'huile d'olive, manger du pain complet, manger de la nourriture simple, manger des légumes naturels qui n'ont pas de pesticides, planter soi-même sans faire son petit jardin. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Donc, tout ceci va entraîner, bien sûr, ces maladies. Donc, les maladies saisonnières, on les a vues, ce sont les maladies avec des allergènes. Ce sont des petites bactéries qui vont agresser tout le temps le corps et qui vont s'installer dans les organes. Et il y a ensuite les maladies graves, bien sûr, dont la plus grave que vous connaissez tous, c'est le cancer. Avant, c'est le cancer d'abord. Et ensuite, le VIH et toutes les formes maintenant de grippe, dont celle qui est en train de planer sur nos têtes actuellement, la Covid-19, qui est une pandémie mondiale et qui tue, et pour laquelle nous n'avons pas encore trouvé de médicaments réels, d'anticorps suffisamment puissants pour pouvoir lutter définitivement contre cette maladie. Ça, c'est important. Il y a des maladies graves telles le cancer, telles le VIH, telles certaines pandémies. Il y a des grandes maladies, des leucémies, des bronchopneumonies aiguës. Il y a des maladies qui sont dues au tabagisme. Vous avez remarqué, mes amis, le tabagisme, encore mieux. Vous qui êtes jeunes, présentement, la drogue. Les jeunes n'ont pas conscience. Avec un petit sondage a été fait sur la chicha, qui est extrêmement dangereuse. Lorsque un jeune de Sidi Yahya, c'est pas Yahya, c'est Yahya, il fume de la chicha, il aspire dans une bouffée, il tire une bouffée, il consomme l'équivalent de 10 cigarettes. Donc, parce que comme c'est mélangé avec des fruits, avec des senteurs de fruits, etc., donc il a l'impression que ça va, très bien. En réalité, c'est un autodestructeur. Donc, ceux-ci sont des phénomènes mondiaux qui sont découverts activement. De mon temps, la drogue n'existait pas, elle n'était pas le fléau des jeunes. Les jeunes jamais ne prenaient de la drogue soit en comprimé ou en tabac. Bon, c'est toujours interdit, mais ça ne faisait pas partie de notre culture. Mais maintenant, un jeune, garçon ou fille, je dis bien garçon ou fille, pour montrer sa présence, pour affirmer sa personnalité,
et je crois comprendre, hein, ça se comprend, l'insuffisance de culture, il faut trouver quelque chose de remplacement. Comme il n'a pas suffisamment de courage intellectuel, parce qu'il faut, pour parler, communiquer avec quelqu'un, il faut avoir du courage intellectuel. Donc, comme il est faible intellectuellement, je vous ai parlé du taux de culture chez nous, il est bas. Des petites questions très simples, et les gens ne répondent pas, c'est dommage, hein, parce que vous savez pourquoi, messieurs, dames, les gens ne lisent plus, les gens ne s'informent pas, les gens, la télévision, qui était la source de notre culture, n'est plus, maintenant la télévision n'a plus son rôle éducatif, comme elle était de mon temps. Parce que les émissions, c'est bien qu'on mette des jeunes. Je suis entièrement d'accord que les émissions soient tenues par des jeunes. Mais elles doivent avoir un niveau. Quand vous êtes à la télévision, vous parlez à un intellectuel, vous parlez à un ignorant. Donc votre rôle, c'est d'élever la culture, c'est de faire comprendre aux gens. Ce n'est pas de transformer les gens en imbéciles. Par moments, on a l'impression que notre télévision, elle nous prend pour des attardés mentaux. Et donc ça, ce n'est pas bénéfique pour nous, parce qu'elle est un moyen de communication. Normalement, elle doit m'aider à m'instruire. De mon temps, mes enfants se sont très bien améliorés en langue arabe. Ils allaient à l'école, il n'y avait pas d'école privée à l'époque, c'est l'école publique, il n'y avait pas d'école privée. Grâce à la télévision, à l'époque, ils ont amélioré grandement leur niveau de langue arabe, puisqu'il y avait les dessins animés, Zina, Nahoul, je ne sais pas si vous entendez, et donc la qualité des dialogues était très élevée, et ils ont très bien appris l'arabe. Les dessins animés en français aussi à l'époque leur ont très bien appris à parler en français. En même temps que leur maman et moi-même leur apprenions le français. Je connais la fille d'un ami qui, grâce à la télévision, c'est un petit bébé, avait à l'époque, et d'ailleurs elle est devenue traductrice en anglais, elle avait appris l'anglais dès l'âge de 3 ans. Parce qu'elle suivait l'anglais sur des émissions de la BBC, c'est merveilleux ça. Imaginez une petite Algérienne, bien belle, toute petite, avec des kikinettes, et qui vous parle en anglais à Blida. Vous dites, c'est pas possible, sans école, sans rien du tout. C'est ça le rôle de la télévision. Donc, c'est comme le rôle du médecin. Il n'est pas avec son patient pour lui raconter des histoires, il est là pour le soigner, vous êtes d'accord? Donc, Alexandre Fleming, il a travaillé jusqu'à découvrir ce puissant antibiotique, et vous allez voir comment. Après de brillantes études de médecine, il était brillant. Donc, il devait certainement avoir des notes qui variaient entre 16, 17 et plus. Et à l'époque, pour avoir 16 et 17 avec les grands médecins de l'époque, c'était difficile. Alexandre Fleming se spécialise, comme chez nous, comme maintenant, comme toujours, après les études médicales, le tronc commun médical dont je vous ai parlé, vous allez en spécialité. Il se spécialise à partir de 1906. Donc c'est en 1906 qu'il rentre, il est médecin et qu'il rentre en spécialité dans la lutte, donc il se spécialise dans la lutte contre les bactéries. Aujourd'hui, je voudrais bien comprendre quelque chose. Comment appelle-t-on, regardez bien là-bas, le médecin spécialiste qui se spécialise dans la lutte contre les bactéries? Si vous le découvrez, vous êtes les meilleurs étudiants du monde. Et pourtant, on l'entend très souvent aujourd'hui. Sa spécialité, c'est de travailler
en laboratoire, donc c'est un médecin, ce sont des médecins spécialistes. Messieurs, dames, ce sont des médecins spécialistes qui travaillent en laboratoire et qui travaillent toujours sur l'analyse des bactéries. C'est-à-dire, les bactéries, ce sont les virus, c'est bien ça, etc. Et toutes les formes d'agression extérieure. Comment on appelle ça? Les hématologues. Hémato, si vous regardez votre dictionnaire, c'est le sang. Ne t'énerve pas. Expliquons-lui. Ne nous énervons pas contre elle. Elle a répondu. Hémato, donc vous allez aussi découvrir, messieurs, dames, une chose. En médecine, vous allez avoir toujours des préfixes et des radicaux. Il faut comprendre le sens des préfixes. Hein. Ne vous trompez pas. Hémato, ça veut dire le sang. Quand on vous dit un hématome, par exemple, vous recevez un coup à la main ou bien au pied, et puis ensuite vous avez subitement une plaque rouge qui devient rouge, elle devient ensuite rouge foncé, ensuite elle devient noire, c'est ça, une petite plaque noire qui gonfle, on appelle ça un hématome. C'est quoi? C'est du sang qui a coulé, un hématome, c'est du sang qui a coulé, et comme on dit en arabe, hadjar, il a coagulé, en coagulant à l'air libre, il ne circule pas dans les artères et les vaisseaux, il a l'air libre, il devient bleu puis noir. C'est-à-dire parce qu'il est attaqué, c'est un sang qui est agressé, qui est touché par des infections, par des bactéries, et donc il va devenir noir, donc il va changer de couleur. C'est pour ça, si le sang restait rouge, quand vous recevez un coup, la nature fait bien les choses. Si le sang restait rouge, tout le temps rouge, il n'y aurait pas de danger. Ça veut dire que le sang est bien, c'est du sang propre, donc il n'y a aucun danger. Mais comme le sang il change de couleur, les médecins ont analysé comment le sang qui est rouge dans les veines, ensuite dès qu'il est, une veine elle est coupée, il sort de son circuit, il devient bleu, ensuite violet, ensuite noir. Ah, donc il y a un problème, c'est bien ça. Ils ont étudié les agressions et ils ont appelé ça un hématome. Un hématome, c'est une coagulation sanguine qui peut former un caillot. Vous savez ce que c'est un caillot? Le mot caillot vient du mot caillou. Le mot caillou, c'est un hajra. L'hématome, quand vous le touchez après, parce qu'il faut le toucher, vous allez voir qu'il devient dur. Pourtant, le sang, à l'origine, il est fluide. Et quand vous touchez du sang, tu vas voir, le sang, il est doux. Mais quand il reste dans un espace fermé, il devient noir, il va devenir dur, et il va former un caillou. Et là, il va devenir dangereux. Pourquoi? Si vous ne l'évacuez pas, donc il est là dans un circuit, soit dans la main, soit dans le pied, et ce qui est plus grave, si c'est dans la tête, ou ailleurs, dans le cœur. Vous avez compris, mes amis? Et vous le laissez comme ça. Le caillou va devenir dur, parce qu'il est d'abord mou, ensuite au fur et à mesure du temps, et vous ne donnez aucun antibiotique, une protection pour libérer le sang et l'enlever, il va devenir dur, il va former un caillot et il va boucher. Or, nous avons, si nous analysons, nous avons tout le corps humain est fait avec des vaisseaux sanguins, des artères. Tout circule dans notre corps. Vous êtes d'accord? Donc, s'il bloque quelque part, il va bloquer un organe. C'est ça.
il y a le caillou, c'est quoi? Il va bloquer un organe. Et en bloquant un organe, il va handicaper l'organe. Donc il va être dangereux. Et si c'est le cœur, il va créer un danger, un infarctus, parce que le sang qui circule vers le cœur, normalement, c'est un sang bleu qui est ventilé, qui est oxygéné, vous êtes d'accord, et qui va et qui vient, pour aller du cœur au cerveau, et ainsi de suite. Il ne doit pas s'arrêter. S'il y a un blocage, le cerveau ne va pas recevoir de sang. Donc le cerveau, qu'est-ce qu'il va se dire? Qu'est-ce qui va se passer? Il va s'arrêter. Et si le cerveau s'arrête, c'est une mort céphalienne. Céphalienne, c'est-à-dire, c'est la céphalée, c'est le cerveau. C'est la mort céphalienne. Le cœur, yakhbat, mais le cerveau, il est mort. Ok? C'est ça, vous avez un rôle magnifique. والله بالك كنت غلطوا يعني تقولوا بلي ندير ستيتوسكوب وندير طابليه وراني الرورة في الكولوار نجيبوا الرد نو تبارك تشوفوا كاع نو ça ce n'est pas de la médecine, ça c'est terroriste, ما عندوش اسم. Donc regardez, vous savez, des brillantes études. Qu'est-ce qui va dans la recherche? Et la lutte contre les bactéries, puisqu'on parle de virus, de bactéries, c'est des... Infectiologue. C'est une infection. Alors, ça peut être ou bien un infectiologue, ou bien... spécialiste. Qui lutte contre les cadavres, contre les... peut être soit un infectiologue, comme tu l'as dit, un infectiologue. Parce qu'il y a une infection, vous êtes d'accord avec moi? Qui dit infection dit agression. Donc, dit corps extérieur, ça veut dire donc c'est un infectiologue. Le professeur Raoult, mesdames, le professeur Raoult de Marseille, qui se dispute tout le temps avec les grands professeurs du monde entier, c'est Mobih Raoult. Le coronavirus, il a trouvé un antibiotique à lui, qu'il utilise, et les autres spécialistes, comme c'est une découverte, les autres spécialistes ne veulent pas le reconnaître. Pourquoi? Parce que pour eux, le professeur Raoult est un fou. Il y avait une affaire, donc on ne sait pas. Est-ce que c'est un problème de laboratoire, de médicaux, qui ne veulent pas financer ça? Parce que lui a utilisé un médicament très simple pour lutter contre la Covid. C'est la chloroquine. Vous avez entendu parler? Et la chloroquine, vous savez combien elle coûte? Elle ne coûte même pas 1 euro. Il leur a dit, c'est le seul médicament de protection et qui est utilisé dans tout l'hôpital du professeur Raoult, de la prescription pour le traitement de la Covid, du coronavirus, c'est l'utilisation de la chloroquine comme traitement de base, et jusqu'à aujourd'hui. Et ça a donné de très bons résultats.
il a présenté comment on appelle ça, des communications internationales. Il a fait le recensement, le nombre de malades, le nombre de lits, le suivi, etc. Vous savez que c'est ce qu'on appelle une enquête épidémiologique. C'est bien ça, messieurs, dames. Ils n'ont pas voulu le reconnaître parce que, vous l'avez vu en photo, il a des grands cheveux, il y a un petit peu playboy, tu vois, il y a le professeur Raoult de Marseille. Professeur Raoult, R-A-O-U-L-T. أنا في مارسيل 10 سنين شوف نضربك بهذا مارسيل راهي 700 كيلومتر ليمون راهي بعيدة. شفتو دكتور شفتو دار حالة في الكوفيد. شكون؟ هذا بروفيسور. إيه أنا ما تهضريليش عليه. ياكم بعد ما حبوش يقبلوا الدول تاع الإيطاليا. Bon, ceci étant dit, c'est un problème de compétence. Voilà, il est. Bravo, je te remercie. Voilà, le professeur Raoult, au moins. Pardon, excuse-moi. Voilà. Montrez à vos camarades le professeur Raoult, et on peut le montrer ici, là. Comment on va faire? Montrez-le. Ceci, c'est un grand professeur, actuellement, qui est le patron, chef de service du service des maladies. Écoutez, mes amis, c'est le chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital, du grand hôpital de Marseille, et qui a fait des découvertes comme Félix, mais ces découvertes ne sont pas reconnues par ses confrères. Comme on dit communément, oui, parce qu'il y a les médecins des grands hôpitaux de Paris, de Lyon, de Lille, de Toulouse, ils ont d'éminents médecins qui sont contre le professeur Raoult et qui sont contre le traitement préconisé par le professeur Raoult. Et donc, c'est un combat intellectuel. On ne sait pas qui est dans la vérité, puisqu'on est dans la maladie. Mais elle est encore dans la maladie. Nous ne savons pas encore qui est dans le vrai et qui est dans le faux. Voilà. Alors, ça peut être, messieurs, dames, comme je vous ai dit, celui qui se préoccupe, m'écoutez s'il vous plaît, celui qui se préoccupe des bactéries. Donc, bactéries, maladies, et on parle des infections. Il y a les bactéries, le synonyme, j'ai dit que ça pouvait être des virus. C'est un corps étranger. Microbe. Ça peut être aussi donc petit 2. Attends. Vas-y, je t'écoute. On peut l'appeler un pathologiste. Hein? Un pathologiste. Oui, mon ami. On peut l'appeler aussi un pathologiste. Ce sont des spécialités chez eux. Le monde des agressions extérieures est très ouvert. Vous allez voir. Un pathologiste. Alors, vous allez voir le radical patho. Mesdames, messieurs, dames, le radical pathologie, patho. Que veut dire le radical patho? Des maladies. Maladie. Bravo. Donc, ça entre, c'est une spécialité, le pathologiste. Il y a à côté l'infectiologue, le pathologiste. Ensuite, ils vont déterminer, comme c'est le même, apparemment, ça peut sembler la même chose, mais ils vont faire des tableaux de particularité. Moi, je suis mieux placé dans ça plutôt que dans l'autre. Mais il y a des hôpitaux, regardez bien mesdames, où il y a seulement un infectologue. Par exemple, je vous donne chez nous, il y a l'infectiologie, les maladies infectieuses, l'hôpital de Boufarik est une spécialité médicale. Eh bien, je suis sûr que les médecins spécialistes de Boufarik sont à la fois, en même temps, infectiologues, ils sont pathologistes.
Il y a encore, toujours dans cette même spécialité, une spécialité qui est plus précise encore. Puisque tu as dit maladie, attendez. Attends, je vais vous orienter un petit peu. On parle des maladies. Mais si je vous donne uniquement les maladies virales, Virologie. la virologie, exactement, c'est parfait, parce que celui-ci ne va s'occuper que des maladies qui contiennent un virus et pas autre chose. Ok? Alors, ou bien, pour moi, un virologue. Là, ce sont uniquement les maladies qui ont des virus. Donc, vous devez savoir qu'il y a des maladies qui ont des virus et il y a des maladies qui n'ont pas de virus. La grippe, c'est quoi? C'est une maladie virale ou non? Oui. Matchkish, oui. C'est un virus. Donc, il suffit d'attaquer, de trouver un antibiotique spécial pour ce virus, un anticorps spécial pour ce virus, et on fera la maladie. Oui, H1N1. H1N1. La grippe porcine, H1N1. Elle tout. Vous avez remarqué, vous avez vu? Alors, ici, remarquez bien une chose, messieurs, dames, remarquez bien une chose. Il y a cet éventail qui va nous permettre d'aller de spécialité en spécialité pour découvrir chaque fois le meilleur traitement. En réalité, plus on se spécialise, mesdames et messieurs, plus on se spécialise, mieux nous trouvons les meilleurs traitements. Est-ce que vous avez compris? Alors, il va lutter contre des maladies graves, lui. Quelles sont les maladies qui sont citées dans le texte, graves, et qui ont touché son époque? Il y a eu d'abord le choléra. Qu'est-ce que le choléra? Selon votre connaissance. C'est d'abord une épidémie, c'est très bien. Y a-t-il eu le choléra dans mon pays, en Algérie, tout dernièrement? Oui, monsieur, à Oran. Même ici, dans la région de la Mitidja, il y a eu un début de choléra. Quels sont les symptômes, les premiers signes du choléra? Du moins, pour savoir qu'il peut s'agir de choléra. Des problèmes? Oui. D'abord respiratoire, et ensuite, en médecine interne, intestinaux. Il y a des infections localisées au niveau des intestins qui sont liées à des diarrhées purulentes. Il y a du pus, du pus qui suit, et des fois elles sont suivies par du sang et donc elles entraînent la mort. Pourquoi sont-elles des maladies graves? Parce que ce sont des maladies dangereuses qui peuvent entraîner la mort. D'accord? Très bien. Je n'entre pas dans les détails du choléra, vous pourrez le voir d'une manière plus approfondie dans vos études. Ensuite, il y a comme deuxième type de maladie la lèpre. La lèpre, alhamdoulilah, c'est une maladie qui n'a jamais existé dans mon pays. La lèpre, oui, qui n'a pas existé en Algérie.
mais c'est une maladie qui a existé en Égypte. C'est une maladie de la peau, donc c'est une maladie de la peau, et des tissus. Est-ce que vous savez ce qu'est un tissu? Oui, un ensemble de cellules. C'est un ensemble. Un tissu, c'est quoi? C'est un ensemble de cellules. C'est un ensemble de cellules qui ont les mêmes fonctions absolument à l'intérieur, oui, et qui ont la même nature, pour vivre dans un dispositif commun. Elles ont une fonction, elles sont là ensemble, elles cohabitent ensemble et elles protègent notre organisme contre des agressions. Par exemple, le tissu musculaire, un tissu musculaire, un tissu musculaire, ça peut être un petit muscle, un tissu musculaire, ça peut être un petit muscle, ça peut être un morceau de muscle que vous retirez et vous constatez que toutes les cellules, c'est pour ça que quand vous découpez un morceau de viande, messieurs, dames, lorsque vous découpez un morceau de viande, vous voyez que tout est uniforme parce que toutes les cellules sont uniformes, sont unies les unes aux autres et elles forment un ensemble cohérent. Vous vouliez montrer quelque chose? La maladie que vous avez parlé. Je n'ai pas compris. La maladie. La lèpre. Voilà. Alors, le cas de la lèpre, ici, c'est une maladie, comme je vous l'ai dit, dermique et épidermique, puisqu'elle touche à la fois la peau et les tissus. D'ailleurs, elle touche les membres antérieurs, les membres postérieurs et le visage aussi. Attends, le visage, ma fille. Et donc, le visage... Pourquoi il y a des visages ici? Le visage devient monstrueux et on est obligé... Oui, on est obligé, encore celui-là est présentable. Le visage est encore présentable. Mais il y a des cas de lépreux où le nez est complètement disparu, il reste les deux trous, les fosses nasales. L'oreille, elle est partie en lambeaux, tête. Une joue peut disparaître et laisser un grand trou. C'est monstrueux. Et cette maladie, elle est due à des bactéries, Des bactéries qui sont liées à la saleté. Oui? Montrez-moi, s'il vous plaît. Voilà, par exemple, comme par hasard, regardez bien, s'il vous plaît, un visage d'un lépreux. Un visage d'un lépreux, exactement. Montrez plutôt, voilà le cas de la lèpre. Voilà. Et ceci nous montre que ce sont des maladies liées à la peau, aux muqueuses de la peau. Pourquoi? Parce que, exactement, voilà, absolument. Ce sont des maladies, oui, c'est monstrueux, et ça, vous allez travailler dessus, ce que je vous dise. C'est ça votre métier, hein? C'est un métier noble, vous allez voir des choses que peut-être le cœur ne pourra pas supporter, mais la raison va les supporter. Heureusement qu'il y a une différence entre le cœur et la raison. C'est-à-dire que la raison va vous dire, bon là, pour moi c'est un malade, et donc je dois soigner. C'est tout. C'est ça votre métier, votre rôle. Il est très humain, c'est un rôle très affectueux, humain, mais vous ne devez pas lâcher la partie scientifique de votre métier. Ne laissez pas la place aux sentiments. Parce que les sentiments, d'ailleurs c'est pour cela que, à cause des sentiments, le médecin ne peut pas soigner sa maman. La famille. Ben oui, parce que s'il touche, imaginez un médecin qui va opérer sa maman à cœur ouvert. Mon Dieu, c'est pénible, hein? Dès qu'il prend le bistouri, je suis sûr que sa main ne va pas être comme ça. Mais elle va trembler parce que chaque fois qu'il va toucher quelque chose, c'est sa maman.
Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on interdit en général aux médecins de pratiquer sur les proches, sur la famille. Il y a trop de sentiments, c'est trop fort, donc on préfère donner à un collègue, à un ami, le soin de faire la pratique chirurgicale sur un parent plutôt que de le faire soi-même. Donc, en parlant de ça, la lèpre est une maladie infectieuse et c'est une maladie grave et en même temps c'est une maladie transmissible. Elle se colle de l'un à l'autre. Et comme ce sont des maladies pour lesquelles on n'a pas encore trouvé de traitement définitif, à part une substance qu'on appelle le cholmogras. Cholmogras, c'est une substance, c'est une huile essentielle qui freine la maladie, mais qui n'arrête pas les preuves. Vous savez aussi où est-ce qu'on les trouve actuellement? Dans les îles Fidji. Faites Jojo, Fidji. Des îles Fidji, F-I-G-I. Je crois que c'est les îles Fidji. Essayez de voir la lèpre et les îles Fidji. Vous allez voir. Ils sont sur une île. On les met sur une île et ils sont abandonnés parce qu'ils sont tellement monstrueux, ils sont obligés de porter des draps, d'avoir des trous. Vous écoutez, mes amis, d'avoir des trous sur le drap pour ne pas, même eux, pour ne pas avoir peur les uns des autres, ils sont tout le temps obligés de porter des draps, d'avoir un trou pour les yeux et de communiquer entre eux. Mais et puis il y a l'odeur de la puanteur, la peau qui te vous voyez, c'est infect, hein. C'est pas quelque chose de... Et donc il a travaillé, lui aussi, il a travaillé sur des recherches, et ensuite la peste c'est quoi? Taon, qui est produit par, qui est une maladie contractée au contact des rats, avec les rats, les rats, les tobettes. Il ne faut jamais toucher un rat. Quand on les voit dans les cités, bon, il y a des rats dans les cités, il y a des jeunes qui jouent au ballon avec, qui lui donnent des coups de pied, le rat qui se retourne, mais s'il le griffe, il peut griffer un enfant et il peut lui coller la peste, parce que ce sont des animaux qui vivent dans des égouts, exactement, voilà. Parfait, mon ami, parfait. Regardez. Donc, des fois, on partit de corps. Regardez, mais alors c'est monstrueux, mon Dieu. Regardez à peu près tout ce qui peut agresser, ça c'est des agressions du corps et qui progressent et qui évoluent, qui progressent tout le temps, alors que normalement dans des conditions normales, d'ailleurs, vous le remarquez vous-même tous, nous tous, Wafa ma fille, quand le premier des actes, quand nous faisons notre toilette quotidienne, nous prospectons notre visage pour voir s'il n'y a pas quelque chose un corps étranger, un bouton. Un bouton, c'est une infection épidermique. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que la peau, elle est lisse, la peau, elle est unie, la peau est régulière, et puis là, subitement, vous avez un point rouge. C'est bien ça, un petit point rouge, c'est une agression. Et donc, il faut traiter cette petite agression par... c'est pour ça que je vous dis, il y a des types de maladies douces, bénignes, un petit bouton sur le visage, ça peut être de la petite acné juvénile, ça peut être un petit moustique qui a voyagé dans ma chambre ou dans ta chambre et qui a piqué, c'est bien ça. Et à cet instant, le venin, parce que le moustique,
il a une substance qu'il injecte lorsqu'il pique, avec comment on appelle ça, sa seringue. Il pique, il vous injecte un petit poison. Ce petit poison, il va vous donner un petit bouton. Bon, ce petit bouton, au lieu de vous amuser à le toucher avec le doigt, eh bien vous le désinfectez, oui, en général, parce que tous les êtres humains se ressemblent. Au lieu de le désinfecter, eh bien il faut utiliser une petite crème. Vous allez voir votre pharmacien, et c'est là, vous allez voir plus tard, c'est là où le pharmacien peut donner des médicaments sans avis médical. Puisque le pharmacien, il connaît la panoplie des médicaments par rapport aux agressions, et donc il vous donne une petite pommade qui va vous soigner très vite, et pour éviter que le petit bouton se multiplie. Parce qu'en grattant, vous le savez aussi bien, vous le dites, et vous direz à vos malades, il ne doit jamais se gratter la peau, parce qu'en grattant, il y a du sang dans la zone infectée qui va sortir, qui va toucher d'autres zones et qui va infecter d'autres endroits. Il y avait un petit bouton hier, le lendemain, vous vous êtes gratté, vous levez, vous trouvez 10. Vous en trouvez 10. Ben, c'est de votre faute. Voilà. Donc, les maladies, je parle des maladies graves, il a recherché la peste, et combien de temps les recherches ont duré? Une quarantaine d'années. Ma fille, vous m'écoutez? 40 ans après Alexandre Fleming. Une quarantaine d'années. Sans se fatiguer, c'est bien ça mes amis. Avec le peu de moyens qu'ils avaient à l'époque, et depuis les travaux de Louis Pasteur, on sait que ces organismes très microscopiques qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, qu'on appelle les bactéries, c'est bien ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Sont la cause des maladies. Donc ça y est, on a découvert une première chose. Avant, les gens ne savaient pas. Maintenant, nous savons que toutes les maladies sont causées par des organismes microscopiques qu'on appelle d'abord les bactéries. Ensuite, on va donner des noms plus précis. Ces bactéries vont avoir le nom de microbes, le nom de virus et autres choses. Exactement. Tu as compris. Mais déjà, au départ, on a attrapé la souche, le vrai mot, c'est-à-dire la bactérie. Et c'est une découverte. Première découverte. Avant, d'ailleurs vous le verrez vous-même si vous voulez faire des recherches, les gens, les médecins avant Fleming et autres, ils parlaient des esprits. Comme ils n'avaient pas de microscope, ils n'avaient pas fait de recherche aussi longue et aussi poussée, ils disaient que ce sont des influences extérieures, des esprits. Ils se rapprochaient un petit peu de la vraie vérité, mais pour eux, c'était des esprits, rohaniyat. Mais la vérité vraie, c'était les bactéries, que ces organismes microscopiques sont, et les moyens d'action sont encore rares pour l'instant. Ensuite, toujours dans le laboratoire, les travaux de recherche ne sont pas terminés, c'est par hasard, très important, que Alexandre Fleming, c'est par hasard. Il a laissé des souches, des plaquettes dans son labo, c'est bien ça. En 1928, on est au début du siècle, il découvre la pénicilline. Comment? Il s'aperçoit que dans un des flacons, ce sont des flacons en verre, vous les avez vus dans les films, des petits flacons, où se sont multipliés par accident c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il avait laissé des souches et elles se sont multipliées
Donc, sera بيناتهم تناسل, une démultiplication de ces souches. Et ces souches sont devenues des moisissures. Qu'est-ce que c'est que la moisissure? En général, la moisissure, c'est des petits champignons verts que l'on rencontre dans des endroits humides. Par exemple, vous avez un petit coin de votre maison, si vous l'avez remarqué, un petit coin de votre maison où il n'y a pas de soleil. Remarquez bien une chose, où il n'y a pas de soleil, je peux voir s'il vous plaît, et vous allez voir de la moisissure, c'est-à-dire d'abord c'est une couleur verdâtre, khdoria qui est sur le bois. Oui, elle est verdâtre, voilà la moisissure, voilà. Par exemple, je vais vous montrer une chose, vous laissez au frigidaire de la crème. Oui, une orange, c'est parfait. Une orange. Est-ce que vous avez vu une orange pourrie? Bon, la partie, voilà. La première étape de la moisissure, elle est blanchâtre, sur le souifa, une petite cotonneuse, et puis il y a une partie qui est verdâtre. Sur l'orange. Quand on était petit, on coupe. La partie, on mangeait le reste. Oh là là, les moisissures, les champignons, champignons, pour champignons, eh bien, ça donne des couleurs verdâtres, regardez. C'est des trucs, voilà, tout ça, tout ce qui est vert ici. Attends, tu appuies s'il te plaît. Voilà, c'est la partie verte. Comment on va essayer? C'est la partie verdâtre. Lorsque la couleur naturelle va changer, c'est un champignon qui est entré à l'intérieur de il pourrit, il fait pourrir la chose, et l'indice du pourrissement, c'est la couleur verte. Regardez bien combien c'est merveilleux que de travailler avec les nouvelles technologies. Aujourd'hui, vous m'écoutez s'il vous plaît? Chaque fois que nous parlons de quelque chose, nous avons l'image devant nous, et donc elle nous permet de vérifier ce que Alexandre Fleming avait vu dans son laboratoire. Et donc, les couleurs moisissures vertes, c'était effectivement donc toute cette couleur verdâtre ici que vous voyez sur l'orange, voilà, sur ces fruits, ce sont des bactéries. Voilà déjà l'apparition des bactéries sur les fruits, etc. Et donc, il avait laissé dans un flacon des substances qui se sont, avec le temps, avec l'air ambiant, etc., et l'oxygénation, l'oxydoréduction. Vous connaissez l'oxydoréduction? Et donc, ça a donné une transformation qui a donné ce qu'on appelle les bactéries. La première découverte, c'est des bactéries. Et donc, elles ont été détruites. Il a remarqué que ces bactéries ont été détruites. Et il était intrigué, donc il était inquiet. Comment ça se fait que la préparation qu'il a faite a donné une destruction? Il poursuit durant plusieurs mois ses recherches qui lui permettent de déterminer le type. Il dit, alors, les moisissures, il y a plusieurs types. Et vous allez voir, si vous analysez les moisissures, il va voir que le type, il y a un type spécifique qui est à l'origine de ce phénomène. Et à partir de cette moisissure, il va tirer une substance capable de détruire les bactéries. Et cette substance, on va appeler la pénicilline. Et c'est là que vous allez découvrir quelque chose, messieurs, dames, que vous, en tant que médecin, vous aurez toujours comme base de travail pour votre vie, c'est les kulli da'in dawa. Ça veut dire que c'est à partir d'une maladie que vous allez découvrir son anticorps. C'est la souche de la maladie, c'est la souche de la bactérie. Les moisissures vertes qui ont été détruites d'elles-mêmes
qui vont donner la pénicilline, c'est-à-dire les anticorps développés par les bactéries vont donner la pénicilline. Et c'est comme ça que toutes les maladies ont été découvertes. Pour trouver le remède à une maladie, c'est pour ça qu'on a un petit problème aujourd'hui pour la Covid-19. On n'arrive pas, les spécialistes, les virologues, les infectiologues sont en train de travailler tout le temps pendant que nous travaillons, mais eux travaillent tous les jours en laboratoire pour trouver comment la Covid-19, la structure cellulaire de la Covid-19, mais ils n'arrivent pas à la contourner parce qu'elle change trop vite. Vous avez remarqué, de la Covid-19, on est arrivé au variant nigérien, au variant britannique, au variant brésilien, etc. Donc, il va trop vite. Au moment où on recherchait, on faisait notre travail sur la souche, déjà, il est passé à une autre forme de Covid, la variante brésilienne. Donc tout ce qu'on a fait ici, c'est annulé. Il faut attaquer le suivant. Et c'est comme ça que d'ailleurs, vous savez, monsieur Dam, toujours, un des virus, en virologie on peut dire, un des virus de la grippe, ne pourra jamais, le vaccin de la grippe n'est jamais efficace à 100%. Parce que le virus échange. Au moment où vous découvrez l'anticorps, le virus a changé de position. Je vous remercie pour aujourd'hui. Analysez bien le texte complet pour la prochaine fois parce qu'ensuite on va travailler sur le contenu et la contenu du discours, c'est-à-dire la manière de présenter le texte. D'accord? Donc là, j'ai pas encore terminé.